Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. C'est la numéro 10 de Pitch Battle ce soir. Donc, c'est du Zidane, c'est du Platini, c'est du foot parce qu'il paraît qu'il y a du foot. Donc, voilà, on essaie de faire un petit peu raccord. C'est la 10e. On est sur toujours une Pitch Battle organisée avec le soutien de Sista. Et en l'occurrence, cette semaine a commencé par la journée des droits de la femme, internationale des droits de la femme. Donc, on est dans notre ligne éditoriale et on est très content parce que ce soir, comme d'habitude, comment ça se passe? Déjà, c'est pas que 8 mars chez nous, puisqu'on a toujours un jury mixte, donc un homme, une femme pour écouter 3 startups, avec au minimum une femme CEO qui pitch aussi. Donc ça, c'est quelque chose de super important, des pitch battles paritaires, inclusives. Et comment faire pour participer à nos pitch battles? C'est très simple, il suffit que vous soyez une startup, que vous envisagez de lever des fonds dans les jours qui viennent, dans les semaines qui arrivent, et que vous ayez envie de tester votre pitch, d'avoir du feedback, des conseils de la part d'investisseurs qui viendront vous conseiller. Voilà, donc et ce soir, on a qui alors du coup à participer. Alors ce soir, on reçoit Alexis de chez Elaya. Bonsoir Alexis. Alors, je vais te mettre aussi en ligne. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et on reçoit aussi Jeanne de chez BPI. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors, il faudrait que vous vous présentiez. Jeanne, à toi l'honneur. Vas-y Jeanne. Alors, à moi l'honneur. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation ce soir. Je suis ravie. BPI France, donc c'est 2 grands métiers. Hein. La partie la plus visible de l'iceberg, c'est la banque, BPI France Financement, donc un rôle macroéconomique et qui va financer plusieurs centaines de boîtes chaque année en prêts et subventions. Et puis BPI France Investissement, qui est le 2e grand métier de BPI France, qui est une société de gestion qui regroupe une quinzaine d'équipes qui maillent à peu près tous les métiers du private equity. Et moi, plus spécifiquement, je travaille chez BPI France Digital Venture, qui est une équipe d'une quinzaine de personnes, qui investit dans les startups tech, du seed à la série B, donc pour des tickets compris entre 200 000 euros et 10 millions d'euros. Donc pour la petite précision, comparé effectivement à nos camarades du financement qui vont accompagner beaucoup de boîtes, donc des centaines chaque année, nous on investit assez peu en volume. On va investir en moyenne dans une quinzaine de nouveaux projets chaque année. À peu près 8 à 10 au stade du seed et 5 à 7 en moyenne au stade de la série A ou de la série B. Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. C'est la 2e personne de BPI qu'on reçoit. On a eu la chance d'avoir Romain Serment il y a quelques semaines, même au tout début d'ailleurs, Romain. Ouais. Voilà, et donc on est ravis de t'accueillir. Alexis, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait super plaisir d'être là et j'ai hâte d'écouter les futurs pitchs. Peut-être un petit mot sur Elaya, qui on est. C'est fonds de VC créé en 2002 par Xavier Philippe. Xavier, c'est un Normalien qui a fait un PhD en maths et Philippe, c'est quelqu'un qui vient de l'école d'ingé. C'est 2 profils tech et je pense que ça définit bien notre ADN. C'est investir dans des startups tech, voire même deep tech, B2B, early stage. Donc, on a plusieurs équipes et puis moi, sur un nom similaire à celle de l'équipe de Jeanne, je travaille dans l'équipe Digital Venture. Voilà, on a eu les fondateurs ont eu la chance d'investir dans quelques beaux succès passés, dont vous avez peut-être entendu parler, comme des boîtes comme Criteo, Tids, Miracle ou Shift Technology. Et voilà, et donc aujourd'hui, à la recherche de nouvelles startups à financer. Et moi, plus spécialement, je regarde pas mal les sujets liés à la data et l'AI au sens large. Ok, super. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup. Alors, avant, on va rappeler les règles. Les règles, c'est entre 5 et 7 minutes de pitch pour que vous puissiez, cher CEO, profiter au maximum d'une petite douzaine de minutes d'échange, de feedback, de conseils sans langue de bois de la part de nos VC. Voilà. L'autre règle, c'est d'avoir un pitch deck, vous l'avez tous. Et puis, donc, ce soir, on a la chance d'accueillir Julien qui viendra nous parler de Fluctuo, une startup dans la mobilité. On a Amidou qui viendra nous présenter Kenegakura, qui est une solution pour lutter contre le désert médical au Mali. Bonsoir Amidou. Bonsoir Amidou. Et on va commencer par l'éradication de la charge mentale grâce à My Families que Myriam et Marianne vont nous présenter ce soir, mais c'est Marianne qui va pitcher et on retrouvera Myriam tout à l'heure pour les questions-réponses. Bonsoir à toutes les deux. Tout à l'heure, Myriam. Je vais vous demander de partager un écran. Marianne, si tu peux partager ton écran. Et quand tu seras prête, tu me diras, je lancerai un petit chrono de 7 minutes et nous serons tout à toi.
Voilà, l'écran est dites-moi si partagé. vous voyez bien. Ouais, l'écran est partagé. C'est Il est en parti. plein écran. On le voit parfaitement. On va te mettre avec, non? Comme Ben, ça. voilà, c'est Hop pas mal là. comme ça. Hop là, et on t'écoute, c'est parti. C'est parti. Bonsoir à tous. Je vais donc vous parler de My Families qui révolutionne l'organisation familiale. Alors malheureusement, en 2021, eh bien, le problème des inégalités domestiques demeure toujours et de nombreuses études sont parues, notamment celle d'Ipsos en 2018 qui révélait que 8 mères de famille sur 10 souffrent de charge mentale, que cela génère stress, conflits au sein des familles et si on noircit le tableau, eh bien, divorce et burn-out parental. Et des études ont montré également que les femmes passent 3h13 par jour à gérer des tâches domestiques et éducatives contre 1h12 pour les hommes. Et bien entendu, eh bien, cette disparité impacte la parité aussi hommes-femmes dans la sphère professionnelle. Eh bien, malheureusement encore, les différents confinements et le télétravail généralisé a accentué encore plus ces inégalités, notamment une étude de Boston Consulting qui est parue la semaine dernière qui disait que les femmes passaient plus de 15 heures par semaine en plus que les hommes à gérer des problématiques domestiques. On est sur un marché plutôt croissant, en croissance de 17%, le marché des appuis mobiles payants. Et c'est vrai que ce phénomène de charge mentale parentale et la parité homme-femme sont de vrais sujets sociétaux. Quand on interroge des psychologues ou des coachs en parentalité, eh bien, il y a des solutions concrètes pour faciliter la vie de famille. Donc, c'est finalement de rendre les parents interchangeables dans la gestion du quotidien. Marianne, on t'entend très mal, excuse-moi de te couper. Est-ce que tu as un moyen de... Parce que ta connexion semble être très bonne, mais le son est très très mauvais et on a du mal à te comprendre. Est-ce que tu as un moyen d'améliorer ça un petit peu? Là, c'est mieux déjà. Parfait. Là, voilà, j'ai juste augmenté le son, excusez-moi. Bah, super. Tu peux repartir peut-être au début de ton slide, parce que du coup, qu'on t'entende bien. Merci. Je remets. Solution simple pour pacifier la vie de famille, c'est notamment de rendre interchangeables les parents et d'améliorer la délégation et le partage dans l'équité des tâches et également de responsabiliser ses enfants et les rendre plus autonomes. Alors nous nous adressons aux Digital Moms, qui est notre marché donc en France. Elles sont 10,3 millions et en resserrant notre cœur de cible et en le segmentant, eh bien, on s'adresse à 4,2 millions de Digital Moms qui ont entre 30 et 40 ans, minimum 2 enfants, majoritairement citadines. Et je vous présente donc My Families, qui est l'assistant digital de la famille. Le principe est très simple. Chaque membre de la tribu va télécharger l'appli et on va donc partager tous ensemble tout ce qui est rendez-vous, activités des enfants sur un agenda partagé, des to-do list, des listes de courses, des menus de la semaine, d'un répertoire commun, etc. Un algorithme qui va aussi partager les tâches ménagères en fonction de la disponibilité des parents et de l'âge des enfants. Tout ça pour libérer du temps, alléger sa charge mentale et revenir à l'essentiel. Notre appli est sur les stores depuis janvier 2020, donc un petit peu plus d'1 an. La V1 est sortie en septembre avec une version premium qui est actuellement en test and learn et la V2 sortira à la courant 2021. Aujourd'hui, My Family, c'est 30 000 users. Les owners représentent 37% de nos utilisateurs et ce sont majoritairement donc, des femmes. Les conjoints représentent 20% et les enfants 40%. Donc, notre target market numéro 1, comme je vous le disais, ce sont les mamans actives, majoritairement employées ou cadres, 30-40 ans, qui sont en couple, minimum 2 enfants en bas âge et plutôt urbaines. Elles sont en recherche d'outils pour être mieux organisées. Le marché est évalué à 230 millions d'euros en France. Nous avons des concurrents comme Family Wall, TipStuff ou encore Co-Organise qui ont un positionnement bien différenciant et nous nous distinguons avec notre univers graphique qui est vraiment
plébiscité par 95% de nos utilisateurs. Donc, on a travaillé avec une illustratrice et un unique designer dès le début du projet. Qu'elle présente donc un algorithme qui répartit les tâches grâce à l'intelligence artificielle et qui garantit donc une équité entre les membres de la famille. On réussit donc à impliquer et responsabiliser les enfants grâce à un système de rappel automatique et de gaming qui les récompense et les motive à participer aux tâches. Et enfin, on a travaillé avec une communauté de parents sur des bases de données qui facilitent donc toute la saisie et la programmation de l'appli. Donc, voici nos différences qui ont voilà, via ces 4 grands aspects compétitifs. Notre équipe, donc moi-même, je suis la fondatrice avec un profil marketing, com et digital. Donc, mon associée Myriam, on s'est rencontrés il y a 20 ans en école de commerce. Et après un Master 2 en gestion d'entreprise, elle a donc un profil finance, gestion administrative. Et enfin, Florent Payrou, qui est notre CTO advisor et qui a développé l'application. Notre business model, la source principale sera donc notre abonnement premium qui est à 4,99 par mois et par famille ou 54,90 par an. La source secondaire, ce sont donc les publicités en mode gratuit et un système d'affiliation. Et en janvier 2022, nous attaquerons le marché B2B2C en vendant des packs premium aux entreprises. Également proposer une My Families en marque grise auprès des sociétés de services et de nounous. Et enfin, donc, une vente de data anonymisée. Notre go-to-market, stratégie go-to-market B2C, c'est d'abord donc une stratégie marketing digital et branding avancée et pointue en social media, ASO, SEO, marketing d'influence. Nous sommes, Myriam et moi, les personas voilà, on ressemble vraiment à nos utilisateurs. On a donc développé l'application en fonction du vécu de chacun et on a été très user-centric depuis le départ du projet. Et enfin, on a tissé des partenariats avec des experts en organisation et en parentalité pour bâtir donc une stratégie SEO avec des articles de blog bien pointus et en organisant des webinaires et d'autres partenariats. Notre stratégie go-to-market B2B2C est donc plutôt centrée sur les entreprises qui ont une politique RSE et qualité de vie au travail avancée, développée, et donc pour leur proposer donc une offre RSE à moindre coût. On leur dit que leurs salariés vont gagner en productivité, ceux qui ont des enfants, puisque des études montrent qu'ils peuvent passer jusqu'à 3 heures en plus par semaine à gérer leurs problématiques perso au travail. Et ça leur donne donc un outil pour privilégier l'équilibre vie pro, vie perso, donc mis en exergue pendant les confinements. Et notre cible prioritaire sur les entreprises labellisées Great Place to Work ou encore Women Empowerment Principles. Notre funnel de conversion en B2C, voilà, on a fait des relations presse, du SEO, du SEA, des campagnes sponsorisées, Facebook, YouTube ou encore Instagram, qui nous a permis d'avoir un coût d'acquisition à 54 centimes, avec un objectif de rétention à 70% et un taux de transformation premium entre 5 et 7%. Notre roadmap, nous tablons sur 178 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 72 000 users. En 2022, 735 000 euros avec 218 000 users. En 2023, 2 millions d'euros avec l'attaque du marché européen pour le B2C. Et enfin, une projection 2025 à 4 millions d'euros. Nous avons aujourd'hui besoin de 450 000 euros
peu près 300 cas en equity et 150 en prêt bancaire. Et nous rechercherons aussi 700 cas prévus début 2023. L'objectif est vraiment de constituer notre équipe en ayant des compétences internalisées en développement, en marketing et en business développement. Et notre stratégie de sortie envisagée est plutôt un rachat auprès de grands groupes médias comme Unimédia, Groupe Marie-Claire ou Sophie West. Donc aujourd'hui, My Families, nous sommes accélérés au Village Baïséa, accompagnés par BPI France, la French Tech et le Crédit Agricole. Et nous sommes récemment lauréates du réseau Entreprendre. Nous avons eu de nombreuses retombées presse nationales et thématiques. Voilà, merci de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup. Bravo pour ce pitch. C'était un tout petit peu dépassé. Mais en fait, comme c'était un peu c'était difficile au départ. Je sais pas combien de temps tu as mis. Tu as dû mettre plus 8 minutes que 5, mais c'est pas grave. C'est très bien. On va remettre les micros de Jeanne et d'Alexis. Alexis, on vous a coupé au micro parce qu'en fait, il y avait un écho qui nous perturbait un petit peu. Voilà, parole aux femmes. Allez, est-ce que Jeanne, tu veux commencer Avec plaisir. Avec quelques questions. Merci beaucoup pour le pitch, c'était assez clair. J'ai quelques questions, notamment sur le champ fonctionnel du produit. C'est vrai que vous êtes, c'est un pitch de 5 minutes, donc on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais ça m'intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Je comprends qu'il y a une to-do et la possibilité d'interagir avec ses enfants. Je m'interroge un peu sur comment on construit un produit qui soit aussi bien adapté à la mère de famille et le père de famille, mais qui engage aussi les enfants. Alors, il y a un petit peu de gamification, enfin voilà, en savoir plus là-dessus. Et si je vais un peu plus loin sur la stratégie d'abonnement payant, est-ce que ça ouvre aussi des fonctionnalités supplémentaires lorsqu'on paye, et si oui, lesquelles? Tout à fait, c'est ça. Donc, en effet, les fonctionnalités de base, c'est donc un agenda partagé, un module de to-do list, de liste de courses que chacun peut donc venir compléter, un répertoire commun, un algorithme qui répartit les tâches ménagères qu'on aura choisies en amont en fonction de son logement. Donc ça, c'est pour la partie gratuite. Donc en effet, elle concerne les parents. On a intégré un peu plus les enfants par des illustrations un peu ludiques. Et donc en effet, ce système de gaming, en fait, les enfants voient sur leur compte s'ils ont un téléphone ou sur le compte des parents s'ils n'en ont pas. Via des petites illustrations, toutes les tâches qu'ils ont à faire aujourd'hui, s'ils ont des affaires à préparer, s'ils ont des activités extrascolaires, etc. Et cette histoire de gaming, donc il y a un petit curseur qui augmente au fur et à mesure de la validation des tâches et qui leur montre donc voilà le pourcentage qui leur reste à atteindre jusqu'à la fin de la semaine. Et donc, ça, c'est pour la partie gratuite. Et la partie payante, donc on a la synchronisation d'agenda avec Google, iPhone et Outlook. On a donc des suggestions de recettes et de menus avec liste de courses qui est générée automatiquement et programmation des repas dans la semaine. Comme ça, chacun sait quel repas il doit préparer pour le soir, etc. Une répartition des tâches ménagères qui est automatisée en freemium et qui là peut être répartie de façon plus personnalisée en premium. Pas de publicité bien sûr en premium et on voit sur 14 jours au lieu de voir que sur 7 jours, on voit le planning sur 14 jours. Donc voilà les fonctionnalités qu'on a en plus pour 4,99 par mois. Ok, très clair. Et peut-être une autre question. Je comprends que vous avez donc 30 000 utilisateurs aujourd'hui. Est-ce que ça, ce sont 30 000 utilisateurs actifs et j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur l'usage de l'application. Est-ce que c'est un usage quotidien, hebdomadaire? Enfin, quel est l'objectif recherché? Et aujourd'hui, sur le comportement de la base utilisateur, qu'est-ce que vous observez? Myriam, est-ce que tu veux répondre?
On t'entend pas, Myriam. Hop. On t'entend pas. Ouais, c'est. Ah non. Non, on n'entend pas du tout. Bon, je vais répondre à sa place. Comment Ouais. ça se fait? Alors, en Daily Active User, on est à peu près plus de 5000, voilà, plus de 5000. C'était quoi les autres questions? Qu'est-ce que les gens font de l'appli? Alors, c'est d'abord l'agenda partagé et les to-do list qui sont les plus utilisés. Et après, le système de gaming et puis les tâches ménagères. En tout cas, les gens passent au premium pour la répartition des tâches ménagères et pour la synchro d'agenda et pour les menus. Voilà, c'est un peu les 3 fonctionnalités principales. Vous m'entendez pas très bien. Je vais essayer. Si, on t'entend très bien. Bon. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu d'autre? Non, très clair. Peut-être sur l'usage, il est plutôt au niveau de la mère de famille, si je comprends bien. Et peut-être sur cette base client, est-ce que vous avez une cible sur toute la France, tout type de mère de famille, ou est-ce que c'est une population plutôt urbaine? Oui, un autre persona, donc on l'avait décrit, c'était vraiment 30-40 ans au niveau de l'âge. Minimum 2 enfants. Plutôt urbaine, en effet. Statut, donc elles bossent toutes, plutôt temps plein, donc cadre ou employé. Et voilà. Et ce sont donc des femmes qui recherchent des outils pour être mieux organisées. Donc, c'est vraiment notre persona. Quand on fait nos campagnes Facebook ou Insta, on cible vraiment ce persona. Ok. Alexis, est-ce que tu as des questions à ton tour? Ouais, j'ai plein de questions et je vais essayer de ne pas répéter déjà les bonnes questions qu'avait posées Jeanne. Moi, je trouve que c'est un secteur ultra intéressant. La productivité, c'est vraiment quelque chose qui est en train de vachement monter. Moi, je regarde plutôt les boîtes B2B et on voit beaucoup de boîtes dans ce secteur. Vous avez sans doute entendu parler de Superhuman qui est sur la partie productivité sur les mails. Et maintenant qu'on est dans un nouveau monde digital, il y a beaucoup plus de productivité sur comment organiser sa journée. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir comment organiser sa journée le reste du temps, pas simplement au travail, mais après. Et je pense que Families pourrait aller dans ce sens-là. Moi, les questions que je me pose, c'est essentiellement sur la taille de marché réelle. J'ai essayé un peu de réconcilier les chiffres d'affaires des principaux compétiteurs qui sont en une unité de millions et le marché visé qui est à 250 millions et essayer de comprendre pourquoi le reste du marché n'a pas été adressé. Parce que si on regarde aujourd'hui, si les leaders du marché font 1 à 2 millions, ça fait plutôt un marché en dizaines de millions qu'un marché en centaines de millions. Bonne question. Ils sont pas encore leaders, quoi. Ils ont pris une place, mais pas encore la place de leader. Peut-être qu'ils l'adressent mal, ce marché. Et ils se sont aussi assez vite internationalisés. Et voilà, pour aller plutôt en Europe. Et donc, il y a encore de la place à prendre en France. Voilà. Je crois qu'on a retrouvé Myriam, si éventuellement tu veux participer, Myriam aussi. Tu veux compléter, ouais, vas-y. La façon dont on a adressé le marché, c'est qu'il est évolutif, tout simplement. On a commencé le freemium il y a 1 an en France, ensuite en Europe pour 2022. Et puis pour le reste, on imagine plus tard, 1 ou 2 ans plus tard. Mais la question, c'était sur le marché géographique. Plutôt la taille de marché à 250 millions que j'essaie de réconcilier avec les chiffres d'affaires des compétiteurs qui sont en unité de millions. Oui, alors là, vous l'avez à horizon 2-3 ans. Après, nos concurrents, le principal en tout cas existe depuis 5-6 ans. Donc, on imagine aussi une évolution du chiffre d'affaires en ce sens. Ok, merci. Autre question sur les chiffres, surtout le funnel de conversion. Donc aujourd'hui, 30 000 utilisateurs qui utilisent. Et derrière, on parlait donc
il y a 70% qui sont convertis entre sign-up et user. Et après, il y a un 3 à 5% qui est en freemium. Ce 3 à 5%, il est estimé ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué sur vos premières cohortes? Alors, en premium, les 3-5% en premium. Donc, c'est une conversion, oui, qui est observée dans notre benchmark auprès de la concurrence. C'est un taux de transformation qui est cohérent avec une appli d'organisation familiale. Et pour le moment, on est en test and learn. Donc, justement, on est vraiment en train de tester la ventilation premium. C'est important d'avoir les fonctionnalités qui amènent à déclencher l'abonnement. Et c'est le travail qu'on mène en ce moment. Donc, pour le moment, pas constaté sur ce taux de conversion, mais en tout cas prévu. Ok. Mon conseil, ça sera de monitorer ça comme du lait sur le feu. Parce que ce qu'on voit, c'est que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et le moment où vous allez passer à l'échelle, il y a souvent une augmentation du coût d'acquisition. Et en fait, si on fait les maths de coin de table, l'équation économique qui est ultra lean aujourd'hui, qui marche très bien avec un coût d'acquisition à 54 centimes pour un panier annuel à 55 €, elle peut assez vite se dégrader et il peut y avoir beaucoup de dépenses en marketing qui font que derrière la boîte, dès qu'elle est en croissance, en fait, elle perd de l'argent. Ah ouais. Mais bon, c'est vrai, le coût d'acquisition, on le regarde de près, tout le temps, tous les jours, et on a bien conscience en effet que c'est au cœur. Ah oui, c'est stratégique. Et par contre, on a fait plein de tests sur des leviers différents. Là, les derniers tests qu'on a fait plutôt sur le ASO, donc c'est le référencement sur Google Play Store notamment. On a eu des records parce qu'on était autour de entre 7 et 10 centimes le téléchargement freemium. Et justement, j'avais bon espoir de me dire qu'en utilisant ces leviers, on allait encore performer et optimiser notre coût d'acquisition. Donc, je pense que ce que tu es en train de nous dire, ça n'allait pas dans le sens de mes réflexions, en tous les cas. Ça va te faire réfléchir. Ouais. Jeanne, un conseil peut-être pour Families. Ouais, Families, pardon. Et effectivement, je rejoins ce que dit Alexis, le CAC pour ce genre de business, c'est vraiment le nerf de la guerre. Peut-être un autre conseil qui n'en est pas forcément un, parce que je pense que vous en avez bien conscience, mais l'expérience produit, c'est aussi ce qui va faire toute la différence. Donc, j'ai pas testé l'application, mais voilà, je pense qu'il faut être des obsédés du produit sur ce type de business. Donc là, je comprends qu'aujourd'hui, vous êtes toutes les deux avec un CTO externalisé. Voilà, peut-être éventuellement onboarder aussi un CPO à un moment donné, et des gens qui ont déjà eu des expériences dans le mobile, parce que c'est des technologies aussi assez spécifiques. Voilà. Merci beaucoup. Et tu as peut-être un autre conseil, Alexis, du coup. Excuse-moi. Non, et effectivement, continuer. Il y a toute une phase de l'industrie qui fait du product-led growth, et c'est une bonne compréhension de quels sont les usages. Et je trouve ça déjà très bien que vous soyez, Marianne et Myriam, les premières utilisatrices de l'application. C'est hyper important de comprendre comment ça marche et quels sont les drivers à la croissance. Et un des gros drivers que je vois, moi, c'est l'intégration à plein d'autres solutions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être ultra sticky dans l'utilisation du produit. Et le fait déjà de faire dans la partie premium les intégrations au calendrier, Outlook, Google, etc., je pense que ça a énormément de valeur. Et il faut essayer de trouver de choses comme ça où vous allez pouvoir vous intégrer et générer de la valeur. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, mesdames, je suis désolé, hein, c'est assez rapide. En même temps, c'est hybride, c'est entre, voilà, il y a des choses à prendre. Et on va donc vous remercier pour ce temps précieux que vous nous avez donné. Et on va passer la main maintenant à Amidou, qui va nous présenter Keneya Koura. Amidou, est-ce que tu veux partager ton écran? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler pour voir si on t'entend? Alors, je t'entends. Alors, attends. Décidément, on a un problème de son. Vas-y. Voilà, on t'entend. Ok. Tu as partagé ton écran ou pas? Oui, je vais le partager l'écran. D'accord, ok. Excuse-moi. Je pensais que tu l'avais déjà fait.
Tu es à Lille en ce moment, hein, tu n'es pas au Mali. Hein. Non, je suis à Paris là. Tu es à Paris, ok, donc je suis complètement chou. Hein. D'accord. Et là, vous voyez mon écran? Non, ça y est, on l'a, tout à fait, on l'a. Ok. Voilà, Merci. tu me dis quand tu es prêt, et quand tu es prêt, je lance un chronomètre pour Keneya Koura. Tu me dis. Oui, là je suis prêt. Super, écoute, vas-y. Ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Amidou. Je vais vous parler de Keneya Koura, start-up en fait nous sommes une start-up dont nous avons un service en fait dont l'objectif serait de mettre en place une plateforme de télésanté ou télémédecine en fait dans l'objectif en fait de lutter contre le désert médical au Mali. Alors déjà je vais vous faire voyager un peu au Mali. Il faut savoir en fait le Mali c'est un pays multiculturel, c'est un beau pays, c'est un pays d'histoire et nous avons un proverbe qui est connu de tous au Mali qui est Keneya Kafisani Nina Floye, qui veut juste dire en fait en français la santé vaut mieux que la richesse en fait. Alors Keneya Koura, il faut savoir en fait que Keneya ça veut dire santé et Koura ça veut dire tout ce qui est nouvelle chose et en signification approximative en fait ce sera une nouvelle façon d'accéder aux soins en fait. Donc, en gros, c'est une plateforme de télémédecine dont le dessein principal, en fait, est de lutter contre le désert médical au Mali. Alors, il faut savoir, en fait, que, certes, j'ai dit que le Mali, c'est un beau pays, mais nous avons un système de santé qui est plutôt classique. Et cela est dû à plusieurs facteurs, notamment, nous avons des insuffisances, en fait, au niveau du structure sanitaire et nous n'avons pas assez de médecins au Mali. Et il faut savoir en fait qu'aujourd'hui au Mali, les patients ils sont obligés en fait de se déplacer juste pour prendre un rendez-vous en fait. Et nous avons, il faut savoir aussi que nous sommes une population de plus de 20 millions d'habitants et nous avons que 4 grands hôpitaux en fait. Et quelques CESCOM, les CESCOM ce sont les centres de santé communautaires. Et il y a que nous n'avons que 5000 médecins ou professionnels de santé en fait qui soignent cette population quoi. Alors nous avons en fait je vais juste signaler aussi que nous avons aussi une bonne nouvelle en fait qui n'est autre que l'avancée de la NTIC en fait ou des NTIC. Et donc, il faut savoir que nous, au Mali, nous ne sommes pas en marge de cette révolution numérique. Donc, notre but serait d'user ou de profiter de cette avancée numérique, en fait, dans le domaine de la santé, afin de faciliter l'accès aux soins aux malades, avec des services comme la prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation médicale. Alors, la téléconsultation médicale, ce sera des patients avec un médecin au Mali ou soit avec un médecin ici en France en fait. Parce que voilà, je l'ai dit en amont, nous n'avons pas assez de médecins et l'idée serait si possible en fait, de créer en fait entre nous, nos médecins et c'est d'ici quoi, et c'est de la France en fait. Il y aura aussi un service de numérisation des dossiers médicaux parce qu'au Mali, nous n'avons pas ce système de carte vitale et aussi la géolocalisation des structures médicales en fait. Alors déjà, avant de commencer, je vais vous demander à tous d'imaginer une situation. Alors imaginez que vous êtes actuellement au Mali, vous n'êtes ni en Europe, ni aux États-Unis, ni en Asie, vous êtes actuellement au Mali là, et vous avez un proche parent, un ami avec qui vous dînez, et malheureusement, la personne, elle fait une crise de palu. Et vous l'amenez à l'hôpital, ce qui est évident, mais jusqu'à arriver à l'hôpital, le médecin, par erreur, il lui fait une perfusion avec du glucose en fait. Or, il s'avère que la personne, elle souffre du diabète et je vous laisse imaginer les conséquences, quoi, on va dire. Alors, au Mali, voilà, je l'ai dit en amont, nous n'avons que 5000 médecins, ça fait un médecin pour 13 000 habitants et comparativement à la zone européenne ils ont à peu près une trentaine de médecins pour 10 000 habitants en fait.
Donc, voilà, je l'ai dit que nous ne sommes pas en mode de la révolution numérique. Nous avons 12 millions ou 63,4% en fait au Mali de la population du Mali en fait qui ont accès à Internet et qui, la plupart aussi, elles se connectent via un smartphone. Et parmi ces quotas, en fait, nous avons quelques 4 millions de personnes en fait qui ont accès à l'Internet, qui utilisent les outils numériques, mais qui souffrent du désert médical en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès aux soins. Alors, notre go-to-market, en fait, elle sera basée, en fait, d'abord en amont, a priori, sur une phase test, en fait, qui est du MVP, qui est développé par l'équipe incubateur, l'équipe d'incubateur, parce que, voilà, je suis incubé chez Incubateur de Lille. Et notre objectif, en fait, pour mener à bien cette phase test, en fait, serait de constituer une équipe de 5 commerciaux pour une prospection de 2 à 3 semaines au Mali, et une prospection de 30 cliniques et des dispensaires, pourquoi pas des CESCOM, en fait. Et aussi, si aujourd'hui nous avons, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons quelques cinquantaines de médecins qui sont prêts à mener cette phase test avec nous. La plupart de ces médecins, malheureusement, en fait, la plupart de ces médecins, ils sont tous au Mali, en fait. Et notre valeur ajoutée serait franchement, d'avoir un panel de médecins ici en France. Mais au vu de la situation sanitaire en fait qui vit le monde, en fait, on a du mal à avoir accès aux médecins qui sont ici en France. Alors, il faut savoir que en termes de concurrents, actuellement, nous n'avons pas de concurrents directs parce qu'une telle solution au Mali, ça n'existe pas. Mais j'ai recensé quand même en fait que nous avons comme concurrents directs les hôpitaux ou les structures sanitaires qui existent déjà, mais aussi des concurrents indirects en fait comme une application qui s'appelle Ikenea, qui est beaucoup utilisée, qui est une application de géolocalisation des structures médicales. Et aussi, il y a beaucoup qui est une application de télédermatologie en fait. Mais nous, la différence entre cette application ou cette solution et la nôtre, en fait, c'est cette solution, elle est juste utilisée que par les professionnels de la santé. Nous avons pensé à d'autres livres qui pourraient s'orienter vers le marché africain, quoi. Nos KPI, en termes d'indicateurs, nous allons rester focus sur le nombre de téléchargements de la et aussi le nombre d'abonnements, que ce soit les médecins, les patients, les médecins du Mali et les patients, et aussi les flux de connectivité en termes de zones géographiques, en termes d'âge et même en termes de type d'appareil en fait. Et aussi le nombre de prestations en fait qui est un indicateur à suivre avec les 2 yeux, qu'on va dire. Alors aujourd'hui, notre modèle économique, il est focus en fait sur les, parce que je ne l'ai pas dit, la précarité en fait au Mali, elle est l'un des facteurs aussi qui fait que la prise en charge des malades, elle est difficile. Et c'est un point en fait à ne pas négliger. Donc nous avons décidé en fait avec les collègues là de ne pas faire payer plus les patients. Donc nous sommes restés focus en fait sur les médecins qui font partie des fonctionnaires les plus payés au Mali en fait. Donc du coup les médecins, pour être référencés sur la plateforme, ils vont devoir payer un abonnement de 25 000 francs CFA qui fait 43 € quoi en fait. Et il faut savoir en fait qu'au Mali, un médecin touche au minimum 230 000 francs CFA, qui fait quelques 350 €. Alors, nous sommes une équipe de 3 personnes. Moi, je suis le porteur de projet. J'ai un bac plus 5 en innovation et médiation numérique, diplôme que j'ai obtenu à l'école d'ingénieur télécom de Saint-Etienne. Et actuellement, je fais une thèse en santé numérique. Et je suis accompagné par mon collègue Oumar Johnny, qui est analyste programmeur chez Manta. Et aussi, j'ai ma collègue en fait qui est au Mali, qui s'appelle Jaraf Fatoumata, qui est une doctorante en médecine générale. Et en tout, il faut savoir en fait que nous sommes aujourd'hui accompagnés par Incubator qui nous a donné qui nous a fait part d'un préfinancement de 25 000 €. Et ce financement nous a permis en fait de constituer une équipe de développeurs en fait qui travaille actuellement sur la plateforme en fait. Et en termes de prévision ou en termes de prévision en financement, nous avons quelques prévisions sur les 2 années qui serait d'avoir quelques 1000 médecins référencés sur la
première année, ce qui va représenter en fait ce qui va être valorisé par une vente de 43 000 euros. Et pour la deuxième année, nous avons prévu en fait 2500 médecins. 2500 médecins, ça va nous faire une vente de 7 000 euros en fait, 107 000 euros on va dire. Et aujourd'hui, nos besoins en financement, c'est parce que voilà, il va une version améliorée, une décision. Amidou, on t'a perdu. On t'a perdu, Amidou. Il va falloir finir. Ouais. Tu peux conclure? Tu peux conclure. C'était ta dernière slide, non? Tu avais encore des choses à dire? Non, c'était la dernière slide. Enfin, je t'ai senti un petit peu stressé. Après, je peux conclure. Je t'ai senti un petit peu stressé pour ton pitch. Détends-toi, tout va bien se passer. C'est fini. Merci pour ça. Ok. Merci. Et je vais juste conclure. En fait, au début, je vous ai demandé d'imaginer une situation qui est plus compliquée. En fait, mais il faut savoir, en fait, cette situation, elle n'est pas du tout imaginaire, en fait, pour un Malien. Aujourd'hui, au Mali, en fait, c'est une situation que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre, en fait. Et voilà, notre objectif, en fait, nous avons comme espoir l'usage des outils numériques, en fait, dans le domaine de la santé, en fait. Okay. Tout à fait. C'est sur ça que je vais conclure. Merci beaucoup. Est-ce que, Alexis, tu veux commencer à poser les premières questions? Il faut que je te remette, il faut que tu remettes le son. Pardon, et à Jeanne aussi. Et à Jeanne aussi. Merci. Je vais commencer. Alors, premier point sur lequel il faudra être ultra vigilant, c'est la qualité du réseau Internet. On a même l'exemple là ce soir, il y a toujours des problèmes de réseau. Et dans le cadre de donner des soins, il faut avoir un réseau ultra haute qualité qui est capable d'assurer du gros débit pour pouvoir faire de la télémédecine. Et ça, c'est finalement beaucoup plus compliqué qu'on le croit. Donc moi, mon conseil, ça serait un peu à la manière que Doctolib a fait, commencer par se concentrer sur plutôt tout ce qui est planning et outils de productivité, parce que tu es moins dépendant d'avoir un réseau de ultra haute qualité. Mon deuxième conseil, ce sera d'être très vigilant parce que c'est des données de santé. Alors, je ne connais pas bien le cadre réglementaire au Mali, mais en France, il est assez particulier, où il faut être très vigilant sur l'accès à la donnée. C'est des données de santé, c'est réglementé par la haute autorité de santé. Et donc, il faut avoir il y a tout un cadre réglementaire auquel faire attention. Et j'ai une dernière question sur le pricing de la solution. Ça représente aujourd'hui 12,5% d'un salaire mensuel d'un médecin, du salaire minimum, et ça me paraît énorme. Et j'aimerais bien savoir si tu as un peu d'autres points de référence sur d'autres outils logiciels que les médecins payent au Mali. Merci Alexis. Effectivement, je vais tout d'abord commencer en fait par la qualité de la connectivité. En fait, il faut savoir que actuellement, d'où aujourd'hui j'ai pensé à cette solution. Il faut savoir que aujourd'hui nous avons une bonne qualité de connectivité. La plupart des Maliens, parce que voilà, cette solution où la qualité en fait de la connectivité, elle a été rendue possible en fait grâce à la fibre optique de Orange et aussi la 4G en fait. Donc ça nous permet en fait d'avoir plus ou moins une très bonne qualité en fait de connectivité. Effectivement, par rapport au modèle économique avec mes managers au sein d'Incubator, nous avons décidé d'aller sur cette somme en fait. Parce que voilà, et il faut savoir que aujourd'hui, j'ai parlé de la précarité en fait que la population elle vit au Mali. Donc nous ne serons pas en mesure en fait de faire payer plus en fait la population, mais pourquoi pas en fait amener d'autres fonctionnalités ou d'autres services en fait qui pourra rentabiliser un peu les choses en fait. Mais au jour d'aujourd'hui en fait nous sommes partis en fait vraiment sur cette somme et il faut savoir en fait que aussi nous avons mené une étude de marché qui nous a amené en fait à prendre cette politique ou à adopter cette politique de prix en fait. Parce que par exemple, si on compare en France, Doctolib, c'est à peu près 100 € pour un médecin. Je pense que le salaire moyen d'un médecin, ça doit être 4 000 €. Donc, c'est 0,25%. Donc, c'est peut-être 20 fois moins sur son… Et donc, je me demande, est-ce que les médecins auront vraiment les moyens de payer une solution qui est aussi chère par rapport à leur salaire?
J'ai pas compris en fait. Par rapport à, j'ai pas compris la question. Pardon, j'ai répété. Tu disais que la solution, c'est 43 € par mois à payer par les médecins et que le salaire minimum d'un médecin, c'est 350 €. Oui, au Mali. Au Mali, Des ouais. médecins du Mali, oui. Ouais. Donc, ça fait pour un docteur malien, c'est 1/8 de son salaire qui part dans une solution logicielle. Et je trouvais ça beaucoup. Alors, peut-être que je me trompe et je serais ravi que tu me corriges là-dessus, mais c'était un peu, tu vois, pour comparer par rapport à la France où le coût de Doctolib, c'est entre 2 et 3 fois plus cher que la solution que tu proposes, mais le salaire des médecins, c'est plutôt 10 fois. Et donc, c'est beaucoup plus indolore pour eux de payer une solution comme Doctolib par rapport au pricing que tu proposes. Ouais, ouais, effectivement, ça pourrait être plus cher, mais il faut savoir le fait que j'ai eu à faire des interviews avec. Pardon, ça devrait peut-être être moins cher la solution que tu proposes par rapport au salaire des médecins. Il faudra peut-être vérifier la question du prix. On va peut-être passer à une question de Jeanne, parce que je pense que Hamidou, tu as fait ton étude, mais je pense que tu as bien compris ce que voulait dire Alexis. Jeanne, j'imagine que tu as des choses à demander ou à dire. Ouais, alors, bon, c'est pas pour insister spécialement sur le prix, mais une question. Enfin, le pain, on le comprend super bien. Il y a un vrai déséquilibre entre la demande pour des services médicaux et le nombre de médecins qui est finalement hyper limité. Et ça vient encore plus poser la question de la capacité d'un médecin à payer pour une solution qui effectivement lui ouvre un public de personnes malades qui ne seraient pas venues le voir si jamais il n'avait pas eu la solution. Mais est-ce que réellement le médecin a le temps et donc l'envie de dépenser de l'argent pour ce type de nouvelle patientèle? Ben oui, je dirais plutôt en fait que les médecins, ils ont plutôt intérêt à opter pour la solution parce qu'il faut savoir en fait aujourd'hui, ils ont du mal à gérer leur planning aussi. Et aussi, il y a ils ont du mal aussi à proposer un service de qualité à leurs patients parce que voilà, leurs patients, ils en ont marre en fait de se déplacer en fait, ils quittent leur domicile vers la société juste pour prendre un rendez-vous en fait. Donc du coup, je pense que en fait, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront même plus le choix en fait. Ils n'auront même plus le choix parce qu'un patient, il va vraiment avoir du mal en fait à se déplacer en fait vers une structure sanitaire juste pour prendre un rendez-vous et rentrer à la maison quoi. Et c'est malgré leur planning chargé et voilà. Et du côté du médecin aussi, franchement, chez nous au Mali en fait, nos médecins, ils ont vraiment du mal en fait à gérer leur planning. Et il faut savoir en fait que ces facteurs font aussi que le parcours de soins en fait, il est long quoi en fait, il est kilométrique. Donc, je vais dire, en fait, à un moment donné, en fait, les médecins, à leur niveau, ils n'auront même pas le choix, en fait. Ok. Ok. Ah, pardon, excuse-moi, Jeanne. Tu avais autre chose à ajouter, Jeanne? Non, c'est simplement comprendre quelle est la stratégie pour faire en sorte que les patients, enfin, le patient final, soit au courant qu'une solution de télémédecine existe au Mali. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, ça n'existe pas. Est-ce que c'est le médecin qui est prescripteur et qui fait en sorte que la solution soit connue ou comment ça marche? Ben, effectivement, aujourd'hui, nous avons des partenaires ou des médecins, nous avons tissé ou lié des partenaires en fait avec quelques cliniques au Mali. Et aussi notre stratégie en fait, elle sera focus en fait sur la communication quoi en fait. Donc du coup, ça sera une communication à 360 degrés en fait, dont l'objectif serait de tout d'abord en fait de faire connaître en fait la solution. Et cette communication ou cette stratégie de communication en fait, elle va viser à utiliser presque tous les canaux de communication en fait qui existent déjà au Mali. Et du coup, ça va nous permettre déjà de faire connaître nos services ou la solution ou même l'entreprise en fait. Mais aussi, nous avons des partenaires en fait, des cliniques en fait qui travaillent ou qui vont travailler avec nous. Et avec cette clinique en fait, on pourra mieux renseigner ou mieux informer en fait les patients. Ok, merci Hamidou.
Merci beaucoup, Amidou. Il y a du boulot, hein, du coup, hein, forcément. Beaucoup de questions. Et bon courage pour la suite. On va passer à un tout autre domaine, puisque Julien va nous rejoindre pour nous parler de Fluctuo. Est-ce qu'on entend Julien? Est-ce qu'on l'a encore coupé trop, Julien? Est-ce que tu peux nous parler pour voir? Ouais, ça marche très bien. On t'entend, c'est génial. On m'entend? Ouais. C'est super. Tu peux partager ton écran? Ça arrive. Super. Bon. Eh ben, je serai le dernier à passer ce soir, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tu me dis quand tu es prêt. Mon écran est visible, là? C'est bon? Oui, tout à fait. Bon, c'est super. Nickel. Bon. Écoutez, le match Paris-SG-Barcelone est à 0-0, donc vous n'avez rien à faire. Merci pour les stats. Ça, c'est formidable. Bien. Et je vais vous libérer avant le début de la seconde mi-temps. Quand tu veux. Donc, tout va bien. Nickel. Bon, moi, je vais vous parler de Fluctuo. C'est une société que j'ai co-créée il y a 1 an et demi. C'est une société qui est très impliquée dans le développement de la mobilité partagée. Donc, la mobilité partagée, c'est tous ces véhicules que vous avez vus apparaître dans les rues de Paris et des autres villes, d'ailleurs, au cours des dernières années. Alors, les vélos partagés, ça fait longtemps qu'on les a vus, vélos en station, mais on a vu apparaître des trottinettes, des scooters, des voitures partagées. Et c'est dans ce domaine qu'on évolue. Alors, c'est un domaine qui a connu une année 2020 assez en dents de scie, on va dire, roller coaster. Forcément, l'arrêt complet de la mobilité a eu un impact très lourd puisque la plupart des services sont arrêtés. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que depuis le mois de juin, et quand les choses ont un petit peu repris, avant qu'elles s'arrêtent de nouveau, on a vu un usage, une augmentation très forte de l'usage de tous ces services partout en Europe et notamment parce qu'un certain nombre d'urbains n'avaient pas tellement envie de prendre le métro ou le bus et que finalement ces services de vélo, de trottinette, de scooter leur offraient, je dirais, de bulle de protection qu'ils avaient envie d'avoir pour se déplacer dans les rues de Paris. Et puis parce qu'on a vu aussi apparaître des initiatives de la part de beaucoup de mairies pour créer des lignes spécifiques pour les vélos, pour les trottinettes, des pays comme l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni qui n'était pas du tout intéressé et qui avait un cadre législatif qui interdisait les services de trottinettes, a finalement décidé de mettre en place des pilotes un peu partout en Angleterre parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un intérêt très fort, notamment dans cette phase de déconfinement. Donc, une année 2020 qui, au final, est très positive pour l'industrie, malgré tout. Et d'ailleurs, ça se confirme par des levées de fonds assez importantes de la part de sociétés européennes comme TIR, comme Voi, comme Bolt, qui ont toutes levé plus de entre 150 et 250 millions de dollars à la fin de l'année dernière. Donc, tout ça est très intéressant et laisse présager d'une poursuite du développement de cette industrie au cours de l'année 2021 et des années qui suivent. Alors, la plupart des acteurs qui sont impliqués dans ce marché se posent des questions et on va essayer d'y répondre. Ces questions, c'est notamment de savoir pour les opérateurs, dans quel pays, dans quelle ville est-ce qu'on pourrait déployer nos services. Pour les fabricants de matériel de véhicules, donc de voitures ou autres, c'est comment est-ce qu'on s'implique dans cette industrie? Est-ce qu'on tente de vendre des véhicules aux opérateurs ou est-ce qu'on va nous-mêmes devenir opérateurs de services en se posant la question si les gens ne sont plus acheteurs de voitures, est-ce qu'on doit se positionner en tant qu'opérateur de car sharing, par exemple? Tous les opérateurs de transport public, les SNCF, les Deutsche Bahn, les Renfe, les Transdev, se posent la question de savoir comment est-ce qu'on peut interfacer ces services de mobilité partagés individuels avec les services de transport en commun pour notamment essayer de résoudre en partie les problématiques d'accès aux gares et aux stations, ces fameux premiers et derniers kilomètres. Et puis les villes, les autorités organisatrices de transport, les gouvernements se posent la question de savoir comment accompagner cette industrie. Est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'opérateurs, de véhicules? Est-ce qu'il faut construire de nouvelles infrastructures, des pistes cyclables, des parkings, des zones des stations de chargement? Voilà. Donc, toutes ces questions, c'est des questions auxquelles Fluctuo va essayer d'apporter des réponses. Notre métier à nous, c'est de collecter et d'analyser de la data sur les vélos partagés, les trottinettes partagées, les scooters partagés et les voitures partagées. Et cette donnée qu'on collecte et qu'on analyse, ensuite, on la restitue à nos clients sous différents formats, on va dire. Donc, on a aujourd'hui 3 offres. Une qui s'appelle Dataflow, qui est une API temps réel. On a un tableau de bord qui s'appelle CityDrive et on a une offre de data à la demande qui s'appelle DataTank. Je vais vous les présenter rapidement.
Notre ambition, c'est de devenir le leader européen sur tout ce qui est données sur la mobilité urbaine et d'accompagner les acteurs du MaaS dans le développement de leurs services, en leur donnant les clés du marché de la mobilité partagée. Fluctuo, c'est une société qui a été créée en juin 2019. On est basé à Station F. On est 4 cofondateurs, que des hommes. Donc, je m'excuse pour… je m'excuse. Mais bon, c'est comme ça se fait comme ça. Voilà, on a 2 employés et deux freelance à full-time. On a plusieurs recrutements en cours. Bon, très rapidement, l'équipe assez complémentaire avec des profils plutôt business et puis un profil tech, le CTO Pierrick qui est full stack, développeur full stack, et puis un profil data avec Jean-Marc qui a un PhD et qui est vraiment un grand spécialiste de traitement de la data géolocalisée. Donc, on a une équipe très masculine, mais très complémentaire. Vous nous excuserez. Voilà, et donc la société a été lancée en juin 2019. On a eu une première année assez calme. Le confinement nous a pas non plus permis de faire des miracles. Par contre, on voit une belle traction depuis le mois de juin. Et aujourd'hui, on a passé clairement le cap des 40 000 € de revenus mensuels. Je pense qu'on l'a fait. On a fait plus de 50 000 € en décembre, 44 000 en janvier, 45 000 en février. Donc, on a passé ce cap. Maintenant, le prochain cap, c'est d'aller chercher les 60 ou 70 000 € mensuels. Mais voilà, on a une belle traction sur les 6 derniers mois. Alors, notre dashboard, je vais aller très rapidement dessus. Notre dashboard, c'est un produit de business intelligence qui aujourd'hui permet d'avoir de l'info sur 70 villes européennes avec de la donnée historique. L'idée, en fait, c'est de fournir à nos clients des infos sur combien il y a de services, combien il y a de véhicules, combien de trajets sont faits tous les jours, avec des infos sur la densité de véhicules disponibles dans la ville, les origines, destinations des trajets, voilà. Et toutes ces informations, on l'a pour les scooters, pour les vélos, pour les trottinettes, pour les voitures, dans 70 villes européennes. Aujourd'hui, on a une vingtaine de sociétés qui utilisent ce service CityDrive, donc ce tableau de bord. CityDrive, la plupart des grands noms de la mobilité partagée sont là, Lime, Bird, Dot, Spin, CityScoot, voilà, quelques opérateurs de car sharing aussi, Toyota, Renault, Zity, enfin Renault Zity. Voilà, je passe très rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, on a un deuxième produit qui s'appelle DataTank, qui est de la data à la demande. C'est en fait des extracts de données en fonction des besoins de nos clients. Là-dessus, on a des clients plus institutionnels, on a des cabinets de conseil, beaucoup de cabinets de conseil. On a les SNCF, Gare et Connexion, leurs homologues, Smart City, Deutsche Bahn, la RATP. Voilà. Et notre troisième produit, sur lequel je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps, c'est une API qui s'appelle Dataflow. L'idée, en fait, de Dataflow, c'est de fournir de la donnée en temps réel, là où les 2 premiers produits que je vous ai présentés, c'est de la business intelligence qui est à J+1. Là, c'est vraiment de la donnée temps réel avec cette API. L'idée, c'est quoi? C'est d'agréger, en fait, la donnée sur les véhicules disponibles en temps réel, provenant de plus de 150 services, essentiellement dans des villes européennes, un peu en Amérique du Nord, mais surtout dans les villes européennes. Et en fait, l'idée, c'est d'aider nos clients à pouvoir afficher dans leur appli ou dans leur site web tous ces nouveaux services disponibles sans avoir à faire eux-mêmes le travail de raccordement aux API des différents opérateurs. Donc, on fait ce travail d'agrégation, de normalisation, de nettoyage. C'est nous qui faisons en sorte d'être à jour avec tous les lancements de nouveaux services de nouvelles villes et on fournit un flux à nos clients, un flux unique. Et parmi nos clients, il y a les SNCF qui s'en sert notamment pour afficher dans son application les trottinettes, les vélos et les scooters qui sont disponibles. Et on a une quinzaine de clients en Europe qui utilisent ce flux pour alimenter leur application. Voilà. Et le gros sujet pour nous sur 2021, sur ce produit, c'est de transformer cette application qui est une application aujourd'hui qui fournit de l'information en temps réel sur les véhicules disponibles. Et l'idée, c'est de transformer cette application petit à petit en plateforme transactionnelle qui permettra non seulement, si je reprends l'application de la SNCF, de voir où sont les trottinettes ou les vélos disponibles autour de la gare de Lyon, mais également, quand je clique dessus, de pouvoir la réserver et la payer sans quitter l'application de la SNCF. Et nous, notre travail chez Fluctuo, c'est de finalement aider la SNCF, la RATP, TripAdvisor, Booking.com, toutes ces sociétés qui ont des bonnes raisons de vouloir proposer à leurs clients des services de mobilité partagée, ne serait-ce que pour gagner de l'argent, d'ailleurs, en prenant une commission sur les transactions qui vont être générées. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que ça se passe le plus facilement possible et donc de mettre en relation d'un côté tous les opérateurs de mobilité partagée et de l'autre les grandes plateformes de tourisme, de transport et ainsi de suite.
J'ai quasiment fini. Tout ça pour vous dire que les revenus, on en a déjà parlé. On fait 46% de nos revenus en Europe hors France, 28% en France, 26% dans le reste du monde. Et on a pas mal de revenus mensuels et annuels, donc récurrents. Notre marché, je n'ai pas le temps de vous en parler, on en parlera plus tard. On cherche à lever 1,6 million d'euros en equity, essentiellement pour recruter des développeurs, des data scientists, et pour booster finalement le développement de cette plateforme transactionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettra de mettre en relation d'un côté les opérateurs de mobilité partagée et de l'autre les plateformes de transport, de tourisme et de hospitality. Voilà pour le pitch. Désolé pour ce sprint, hein. L'exercice est chiant pour ça, mais… Non, mais… Pas l'exercice, passer la bonne info à la bonne Ouais, vitesse. c'était… En tout cas, on n'est pas là pour juger nous, mais moi j'ai tout compris. Voilà, c'est ça. Est-ce que Jeanne, c'était ton cas aussi? Est-ce que tu as des questions à poser? Oui, et je te remets le son, sinon ça ne marche pas. Voilà. C'est bon. Écoute, c'était assez dense, effectivement, pas facile en 5 minutes. Petite question sur la collecte de la donnée. Je comprends que tu as pas mal d'API ouvertes aujourd'hui. Est-ce que tu as un travail supplémentaire pour aller collecter la data? Et à l'inverse, si tout est ouvert, comment tu construis une barrière à l'entrée sur ton business? Ouais, alors tout n'est pas ouvert, loin de là. Ça serait à la fois plus simple, mais en même temps, effectivement, ça ouvrirait la porte à de la concurrence. En fait, on a aujourd'hui 3 sources de données. D'abord, certains services ont des API open source, open data, qui sont disponibles. Par exemple, Vélib à Paris a une API open data qui permet d'aller chercher certaines choses, mais ça ne permet pas de tout faire, en fait. Enfin, je veux dire, c'est une API qui est assez basique, on va dire. Mais c'est vrai que certains services, notamment les services de vélo, type Vélib, ont parfois dans le cahier des charges une obligation de fournir un flux open data. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en tant que startup, quand on s'est lancé, pour être très clair, on a fait beaucoup de scrapping. C'est-à-dire qu'en fait, on a été chercher de l'info sur les applications mobiles des opérateurs directement Souvent, d'ailleurs, la première chose quand vous ouvrez l'appli de Lime ou de Dot ou tous ces gens-là, la première chose que vous avez, c'est une carte avec les véhicules. Et nous, on a été chercher de l'information et on a bien industrialisé cette collecte d'informations et on a développé un certain savoir-faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va chercher de l'info sur 150 services. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Maintenant, l'évolution de la boîte, c'est aussi passer du statut de cow-boy à un statut de bourgeois. Et donc, on a maintenant signé une trentaine d'accords avec des opérateurs de mobilité partagée. Maintenant qu'on a montré comment on s'en servait, ce qu'on en faisait, on a un peu pris notre place sur le marché, les choses sont beaucoup plus faciles pour aller négocier avec les opérateurs un accès, je dirais, officiel à leurs data. Et c'est ce qu'on fait surtout avec les opérateurs européens. Avec les Américains, c'est un petit peu plus compliqué, mais avec les Européens, on y arrive. Donc, on signe des Data License Agreements qui nous permettent d'avoir accès à leurs données dans des conditions prédéfinies, sans payer. Enfin, nous, notre point, c'est qu'on ne veut pas payer la data. Par contre, c'est un deal bien compris entre l'opérateur et nous sur ce que ça leur apporte, ce que ça peut leur faire. Voilà, donc on leur donne accès à des datas en plus par rapport… Enfin, ils nous donnent leur data, on la travaille, on la mélange, on la compare avec celle d'autres opérateurs et en fait, on leur donne ensuite accès en retour à des benchmarks et à des comparaisons possibles entre leurs services et les services de la concurrence. Ok, super clair. Et je comprends du coup que sur les 2 premiers produits, vous allez ajouter une sorte de surcouche applicative. Pourquoi avoir fait ce choix de distinguer 3 produits? Est-ce que c'était simplement une opportunité business au départ de la société, de faire un petit peu de service avec des acteurs de la mobilité, ou est-ce qu'il y a une stratégie plus long terme sur ces 2 produits-là aussi? Alors, je distingue très clairement nos 2 produits de business intelligence qui permettent d'avoir du recul sur le marché, de comprendre comment le marché évolue, et puis le produit qui fournit de la data en temps réel. Notre produit historique, en fait, c'est la data en temps réel. C'est l'agrégation de données. C'est ça qui est le backbone de l'entreprise. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on allait voir la SNCF, la RATP, ils étaient intéressés par ce flux agrégé, mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la compréhension du marché, parce que le flux agrégé, il va alimenter des sites web et des applis en temps réel,
mais il ne permet pas aux personnes impliquées dans les entreprises sur ces questions-là de comprendre ce qui se passe exactement. Ça alimente en temps réel, mais c'est tout. Donc, on a très vite compris qu'il y avait besoin d'accompagner nos clients avec un produit de business intelligence qui leur permettait de comprendre, bon, bah, à Paris, il y a tant d'opérateurs, ils font tant de trajets, quel est le leader, comparer ce qui se passe à Paris avec ce qui se passe à Berlin, avec Londres, voilà. Donc, ce produit de business intelligence, il est arrivé dans un second temps, c'est une sorte de produit dérivé, mais qui a un produit market fit très important. Et aujourd'hui, on fait plus de business avec la data intelligence qu'avec notre offre API. Mais on pourra en reparler, je pense que les deux produits ont leur vie et ont des temps de maturation qui ne sont pas les mêmes. Mais ce produit donc, de business intelligence qui était un produit quelque part secondaire a vraiment trouvé sa place et aujourd'hui, on a une vingtaine de clients et la plupart des opérateurs on a de très belles références. On bosse avec Bird, avec Lime, avec Cityscoot, avec Tier, avec Voy. Ils ont tout de suite compris à quoi ça servait. Et voilà. Donc, ce produit de business intelligence, c'est celui qui va faire bouillir la marmite pendant les mois qui viennent. Le produit d'API qui fournit de la data en temps réel, par contre, il est un peu plus long à se mettre en place parce que ça nécessite une intégration un peu dans les systèmes. C'est-à-dire que notre API, il faut se raccorder à l'API ensuite pour aller ensuite alimenter les API. Donc, ça prend un peu plus de temps. Par contre, on pense que cette business a un potentiel, surtout quand on rajoutera la couche transactionnelle, et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette API, elle fournit de l'information. Je peux vous dire en temps réel où est-ce qu'il y a des véhicules à Berlin, à Madrid, à Barcelone, à Stockholm. Et quand on sera capable de rajouter la couche transactionnelle qui permettra de payer et de débloquer des véhicules sans avoir à télécharger l'appli et à créer un compte chez Cityscoot, chez Tier, chez Voy, ça offrira des possibilités multiples à tous les acteurs du transport, de l'hébergement, du tourisme, de générer des revenus supplémentaires. Enfin, tout le monde aura à y gagner, quoi. Et nous, notre métier, c'est finalement de mettre en relation ces deux univers, ces deux mondes. Voilà. Alexis, je crois que la data, c'est ton… Allez, ton data. Je n'osais pas la faire. Oui, moi non plus. C'est bien. Pour moi, le Graal là-dedans, pour tous les acteurs de mobility as a service, c'est le multimodal. C'est le Graal et ça n'a jamais atteint. Et même Google s'est cassé les dents dessus. Je pense que ce que tu as, c'est un superbe moyen d'y arriver. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire vous-même, genre toute la partie calcul, optimisation de trajet, etc. Parce que vous avez accès à cette data où tu te dis, grâce à nous, on va pouvoir, d'autres sociétés vont pouvoir fournir ce service. On est plutôt dans ce deuxième cas de figure, en fait, très clairement. On ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, nous, on se focalise, on se concentre sur une brique d'accès aux services de mobilité partagée avec toute la connaissance du marché qui va avec. Mais on n'a pas l'ambition, alors peut-être que c'est un manque d'ambition, mais on n'a pas l'ambition d'aller fournir une solution masse intégrée. Parce que pour faire ça, il faut développer du front-end, les applis, les sites web, du back-end. Il faut avoir des services de billettique, de paiement. Et puis ensuite, il faut avoir l'accès aux infos sur les transports en commun, bus, tramway, métro, les services de VTC et de taxi, et puis la mobilité partagée. Nous, notre métier, tel qu'on le conçoit aujourd'hui pour les mois qui viennent, c'est clairement de fournir une brique prête à l'emploi, plug and play, à des sociétés comme RATP Smart System, Kizio, Soprasteria, Sistra, Capgemini, qui, eux, vont aller répondre aux appels d'offres des agglomérations, des gouvernements. Et nous, notre but, c'est d'aller dans leur bagage, quoi. C'est dans leur bagage. C'est qu'ils nous emmènent en disant, bah voilà, pour la mobilité partagée, on va utiliser la brique de Fluctuo. Mais on n'a pas les moyens aujourd'hui, on n'a pas l'ambition de développer des solutions masse intégrées avec front-end, back-end, billettique. C'est des chantiers qui sont un peu trop lourds qui sont très lourds quand même. Voilà. Nous, notre métier, c'est juste d'être le meilleur ami de toutes ces boîtes-là, de toutes ces boîtes qui eux, répondent aux appels d'offres en leur disant, nous, on a la brique qui va bien, on a la connaissance du marché, on a la brique temps réel et on a la transactionnelle. Et on a déjà négocié des accords avec les Voy, les Tier, les Cityscoot. Et je me permets juste une petite dernière question remarque pour savoir ce que c'est. C'est ce métier de cow-boy, de gérer toutes les API, c'est un métier de plomberie ultra chiant parce que c'est du maintien en permanence et il y a tout le temps des choses qui changent. C'est quoi ta stratégie pour avoir un produit qui est toujours up-to-date et qui ne soit jamais down?
Alors, c'est une super question. Par exemple, ce matin, on s'est réveillé avec des data centers en moins à Strasbourg. Ça a eu un impact sur plein de services. Cityscoot, c'est assez marrant ça. Voilà. Donc, il y a un gros travail de. Alors, il y a un travail initial de reverse engineering qui est assez important pour comprendre comment sont foutus les API à se connecter. Ça, on l'a bien développé. Maintenant, on a des connecteurs qui sont bien au point. Ensuite, le gros du boulot, c'est un travail de monitoring, en fait, c'est-à-dire de mettre des alertes sur tous les services pour voir quand est-ce qu'il y en a un qui tombe, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vient de chez nous, est-ce que ça vient de chez eux. Parfois, c'est l'opérateur du service lui-même qui a un problème parce que OVH est planté, ou ce genre de choses. Donc, il y a vraiment un gros travail chez nous de mise en place d'outils de monitoring avec des technos comme Grafana et autres qui permettent de superviser en temps réel dans toutes les villes où on est présent et avec tous les services qu'on monitore, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a un travail initial de reverse engineering, de connectivité, et ensuite, c'est surtout un gros travail de monitoring qu'on met en place. D'ailleurs, parfois, c'est nous qui alertons les opérateurs sur les petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Merci beaucoup. Jeanne, est-ce que tu as un conseil pour finir cette soirée pour Fluctuo? Je ne sais pas si j'ai un conseil. Julien a l'air de très très bien connaître son marché. Il me reste plein de questions, donc ce serait plutôt des questions complémentaires que des conseils à apporter. Mais notamment sur le modèle, c'était pas tout à fait clair sur la partie récurrente versus non récurrente, et donc ensuite l'opportunité de marché associée avec une approche un petit peu bottom-up. Voilà, c'était les questions que je me posais. On ne va pas y répondre ce soir, c'est des questions, mais avec plaisir pour continuer une discussion, Jeanne. Bien joué, Julien. Julien, avec grand plaisir. Julien est le gardien du temps, il est host. Non, mais je veux bien rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est très bien. Julien veut regarder la deuxième mi-temps. Peut-être le mot de la fin alors, pour Alexis. Alors. Non, je pense que c'est un super projet où il y a énormément de choses à faire. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui se lancent là-dedans. Et mon conseil, c'est faire gaffe aussi toujours là-dedans au côté très politique de la chose. Ça commence souvent par déploiement sauvage et il y a le politique qui revient et qui décide de mettre juste plus de 3 opérateurs, c'est des appels d'offres, etc. Et donc, voir comment l'insertion du politique, il est parmi les 4 acteurs que tu cites dans la slide au début. Et donc, il faut être à la fois proche, mais un peu loin parce que ça peut changer de manière assez irrationnelle. Parfait. Écoute, j'ai un call la semaine prochaine avec Guillaume Kunch, je crois. Oui, et Sophia de chez nous. Voilà, donc j'irai un peu plus, on ira un peu plus dans les détails sur ces sujets-là. Bonne chance merci à toi. En tout cas aux organisateurs, Elodie et Nash, et merci à vous tous. Diane et Alexis. Merci à nos 3 CEO, merci à Jeanne et merci à Alexis. Et passez une bonne soirée. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on a Géraldine Lemaire, mais on ne sait pas avec qui. Et on ne sait pas encore avec qui. Donc Géraldine Lemaire et Géraldine Lemaire, voilà. C'est ça. Double jury, double visite. Voilà. Claude. C'est super. Merci à toutes, merci à tous. Beaucoup. Très bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir.